Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Ne me dites pas que vous vous êtes jamais posé la question. Vu que c'est la première fois sur cette chaîne qu'on va parler d'un sujet à grande dominance militaire, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un épisode de rappel qui va répondre à la question, mais aussi qui va tenter de dégrossir au maximum le sujet plus large qu'est celui des conflits. Par pourquoi faisons-nous la guerre, l'idée c'est de comprendre les raisons qui poussent à entrer en conflit. Bien évidemment, il y a toujours des intérêts cachés derrière chacune des guerres, mais on arrive dans tous les cas à en comprendre l'origine. Et comprendre l'origine d'un problème, c'est déjà un premier pas pour tenter de le résoudre. Avant de commencer, je voudrais prendre 2 minutes pour vous expliquer comment je me suis familiarisé avec le sujet. L'année dernière, ça a été une grande première pour moi. J'ai filmé dans des pays qui soit connaissent des tensions actuellement, soit qui ont connu la guerre il y a quelques années, et dont les traces sont toujours très visibles. Et tout ça, ça a commencé en Bosnie-Herzégovine. La Bosnie. À la base, j'avais planifié d'y rester 8 jours. Finalement, j'y repartirai 3 semaines plus tard. Je tenais à étudier sur le terrain comment le tourisme peut aider un pays à se reconstruire après une guerre. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigé vers la ville de Mostar. Le nom vous dit peut-être rien, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de ce vieux pont ottoman, devenu l'emblème de la ville. Coincée par les Croates et les Serbes, la Bosnie a été envahie de 1992 à 1995 sur fond d'occupation territoriale et d'épuration ethnique. La ville de Mostar a été particulièrement touchée. Aujourd'hui, grâce à de nombreux donateurs ainsi qu'à l'UNESCO, le vieux pont et son quartier ont été reconstruits, devenant l'attraction touristique principale et faisant renaître la ville de ses cendres. Après quelques recherches, j'ai découvert que Tito avait possédé une villa un peu plus au nord. Bien évidemment, la guerre était passée par là. Mais je voulais en savoir plus sur cette guerre. Elle a été marquée par l'utilisation massive des mines antipersonnelles ainsi que par des combats de rue au sniper. Après pas mal de recherches sur internet, je suis tombé sur des articles parlant d'un bâtiment à Mostar, surnommé la Sniper Tower. Avec une telle hauteur, pas difficile de comprendre que c'était un lieu stratégique lors du siège de la ville. J'ai préféré attendre la nuit pour m'y infiltrer. Et puisque c'était un endroit stratégique, cette ancienne banque a été le lieu d'affrontements sans fin. J'arrêtais pas de me demander combien de personnes y avaient laissé la vie. Au moment où j'y suis allé, ça faisait 20 ans tout pile que les combats faisaient rage. 20 ans que cette photo a été prise. 20 ans. Et pourtant ça paraissait si proche. Ça va vous paraître bête, mais les choses semblaient avoir si peu changé dans ce bâtiment que je passais des heures assis à réfléchir sur la guerre et ses conséquences. J'y suis revenu plusieurs fois pour continuer de m'interroger. Je ne saurais comment l'expliquer, mais ce bâtiment me faisait voyager dans le temps, à la recherche de réponses et de sens. Le temps avançait et je devais continuer ma route. Loin d'abandonner cette réflexion, j'allais en fait l'élargir, car ce voyage me réservait de nouvelles rencontres et des surprises. De retour en France, il était temps que j'approfondisse mes connaissances sur ces guerres, que l'on aimerait voir disparaître, mais qui pourtant continuent de squatter les unes de nos journaux. Pour définir le plus simplement possible une guerre, on peut dire que c'est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire d'exécuter notre volonté. Lorsque 2 groupes politiques constitués sont en désaccord sur un sujet, plusieurs solutions s'offrent à eux pour obtenir ce qu'ils veulent. Il est important de noter que le désaccord provient d'une incompatibilité des idées, mais pas une incompatibilité des personnes. La négociation apparaît comme la solution la plus juste et pacifique. Or, il arrive trop souvent qu'un acteur ou que les acteurs ne soient pas satisfaits des conditions de négociation. Et donc, selon les positions de force de chacun et selon le pouvoir de négociation que cela leur donne, les discussions peuvent tendre vers l'imposition ou vers le compromis et la soumission. Quand les positions sont verrouillées et qu'aucune proposition ne satisfait l'autre, certains sont prêts à utiliser la violence pour obtenir ce qu'ils souhaitent. La guerre est déclarée. C'est pour cela que le théoricien militaire Karl von Clausewitz, particulièrement reconnu dans son milieu et souvent utilisé comme référence, indique que la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. La guerre est donc un instrument, un moyen qui permet d'arriver à une finalité politique. Il nous arrive parfois de désespérer de l'homme, et certains pensent que nous sommes par nature voués à la violence et à l'autodestruction.
Fort heureusement pour nous, Clausewitz leur répond que ce n'est pas vraiment notre nature, mais qu'en politique, il est facile de diviser la population pour atteindre un objectif. Il est facile de créer des différences, de raviver des tensions vieilles de plusieurs siècles, et plus fort encore, de convaincre des hommes et des femmes que la guerre est la seule voie possible, et que ces personnes tueront tout en étant convaincues de cela. Encore une fois, la guerre n'est qu'une des options possibles. Lorsqu'un conflit éclate, on dit généralement que les acteurs à l'origine de l'incompatibilité sont les parties principales, tandis que ceux qui viennent soutenir l'un ou l'autre des acteurs principaux en vue d'influencer le conflit sont les parties secondaires. À l'instant, je prenais l'exemple de deux groupes politiques constitués et en désaccord. Il peut s'agir d'États, mais lorsque des populations font la guerre à leur propre gouvernement, que des gouvernements déclarent la guerre aux narcotrafiquants et aux pirates, et que certaines organisations militaires et politiques commettent des attentats à travers le monde contre des populations n'adhérant pas à leur idéologie, on voit bien que la guerre ce n'est pas uniquement deux États qui se battent l'un contre l'autre. Les conflits peuvent être de plusieurs types. On a en premier le conflit interne, parfois appelé conflit armé non international, ou plus communément, la guerre civile. Les affrontements ont lieu au sein d'un État et opposent le gouvernement et ses forces armées contre un groupe armé organisé. On pourrait prendre l'exemple des FARC et du gouvernement colombien, mais ils ont récemment signé un accord de paix. Vient ensuite le conflit interétatique ou bien conflit armé international qui oppose deux États qui vont utiliser leurs forces armées. Le conflit non étatique oppose lui au moins deux groupes organisés qui ne sont pas un État. Cela peut avoir lieu au sein d'un même pays ou bien à cheval sur plusieurs. Nous avons actuellement l'exemple de l'État islamique et des Kurdes. Enfin, le conflit interne internationalisé est identique à une guerre civile classique à laquelle se rajoute le soutien de forces armées étrangères à l'un ou l'autre des acteurs. Actuellement, les conflits internes et internes internationalisés sont les plus importants, alors que les conflits interétatiques baissent continuellement. Une baisse que l'on peut entre autres expliquer par le rôle des institutions internationales, ce qui amène les experts à s'interroger sur le changement de la manière que l'on a de faire la guerre. Cette typologie peut paraître assez rébarbative, il est pourtant extrêmement important de bien qualifier les types de conflits, car la juridiction du droit international s'applique différemment selon les types, et notamment le droit humanitaire. Je vous laisse rejeter un œil à l'épisode 3 que j'ai réalisé sur la chaîne. Des organismes comme la Croix-Rouge étudient chaque jour les évolutions des conflits en cours, car un conflit peut passer d'un type à un autre en quelques semaines, donnant ainsi légalement l'autorisation aux organismes humanitaires d'intervenir dans le pays. La notion de conflit est particulièrement vaste, et nous faisons juste aujourd'hui une introduction. Le sujet est divisé en différents domaines d'études dont on pourrait parler des heures pour chacun d'entre eux. Par exemple, les hommes qui sont dans l'opérationnel, qui décident quel matériel et quelles armes utiliser, combien d'hommes détacher, où et quand attaquer, font de la tactique militaire. On peut résumer en disant que c'est l'art de gagner une bataille. En dézoomant, on passe au niveau de la stratégie militaire, où l'objectif est de coordonner l'ensemble des actions. Si ce qui vous intéresse, c'est d'analyser les causes d'un conflit et d'en anticiper les conséquences, c'est la palémologie qu'il vous faut. Et enfin, la discipline la plus badass de toutes, celle où l'on cherche à faire la paix, où l'on cherche à rassembler des personnes qui se sont entretuées et haïes. On appelle cela l'irénologie, et malheureusement pour nous, c'est la plus dure de toutes, comme nous le confirme Georges Clemenceau. En mai 2015, le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères a publié 7 cartes, indiquant les zones marquées par des violences et où il est particulièrement déconseillé de se rendre. Cette carte est adressée aux voyageurs et elle permet de visualiser dans l'espace où se trouvent les zones de violence, mais elle ne donne que très peu d'informations sur l'intensité des conflits. Or, il existe différentes manières de représenter les guerres sur une carte. En 2016, voici où ont eu lieu les conflits faisant plus de 10 000 victimes dans l'année. Nigeria, Syrie, Irak, Afghanistan. En rouge, les conflits ayant fait entre 1000 et 10 000 victimes dans l'année. Mexique, Ukraine, Soudan, Soudan du Sud, Pakistan. En orange, ceux qui ont fait entre 100 et 1000 victimes, Chine, Inde, Mali, Angola, Mozambique. Et enfin, en jaune, les conflits qui ont fait moins de 100 victimes dans l'année, Iran, Érythrée, Indonésie. On sait à présent quelle forme ces conflits peuvent prendre. On sait où ils se trouvent et leurs intensités actuelles, mais on ne s'est toujours pas attardé sur la nature du conflit, c'est-à-dire sur la raison qui a poussé les acteurs à entrer en guerre. Les experts s'accordent à dire que les conflits sont motivés par 4 raisons, mais ils nuancent énormément leurs propos, car la quasi-totalité des conflits possède plus d'une nature. Ils dénoncent aussi le rôle des médias, qui occultent parfois sans le vouloir certaines natures pour ne s'intéresser qu'à quelques éléments. Des raccourcis bien dangereux. Les conflits peuvent être de nature politique lorsqu'il y a une incompatibilité en ce qui concerne
les systèmes politiques, qu'il y a une volonté de sécession ou une volonté d'autonomie, ou des rapports de pouvoir incompatibles entre les acteurs. La nature suivante est celle dont on entend parler massivement en ce moment, et où le conflit serait motivé par une incompatibilité en matière de conception ethnique, religieuse ou idéologique. Pour se développer, l'homme consomme des ressources, et parfois on se les dispute. Il peut s'agir des réserves d'hydrocarbures, des ressources halieutiques pour la pêche, mais aussi des sources, des rivières et des nappes phréatiques. Un conflit économique renvoie donc à une incompatibilité en matière de distribution des ressources. Et enfin, une incompatibilité en matière de frontières, d'autonomie ou de prédominance régionale peuvent générer un conflit territorial. Difficile de faire entrer un conflit dans une seule case. Par exemple, à vous de jouer, si je vous donne les guerres que les gouvernements mènent contre les narcotrafiquants et les pirates, dans quelle catégorie rentrent les conflits? Allez, j'attends. J'attends toujours. De même, si je vous parle des conflits au Mali ou en Syrie, quelle nature leur donneriez-vous? Allez, à vous de bosser, j'attends vos réponses dans les commentaires, on corrigera tout ça ensemble. En ouverture, on peut se questionner sur le fait que la guerre peut être rentable pour certains, et qu'ils profitent des conflits pour écouler leur stock de marchandises et proposer leurs services. Des informations pas évidentes à dénicher bien évidemment, mais vous pourrez trouver quelques documentaires sur YouTube. Aussi, les experts estiment que les prochains conflits pourraient concerner le climat et les réfugiés climatiques. Ces conflits pourraient aussi prendre la forme de guerres identitaires, comme un contre-coup après la vague de mondialisation, de guerres médiatiques, liées à la massification de l'information et aux réseaux sociaux, ainsi que des conflits liés à la raréfaction des ressources. À nous de travailler dès maintenant sur ces points pour limiter la casse. Je laisse le mot de la fin à Benjamin Franklin, qui rappelle que la guerre est un moyen qui n'est pas des plus louables, et toute recherche de paix est à valoriser. Après avoir dégrossi le sujet, peut-être que certains points vous intéressent plus que d'autres. N'hésitez pas à me faire remonter vos propositions de thèmes dans les commentaires. Par exemple, on pourra prochainement traiter de qui fabrique les armes, qui les utilise et qui les vend. On peut aussi s'intéresser au nombre grandissant d'armées privées qui monnaient leurs services à travers le monde, ou bien on peut s'intéresser à la diplomatie et à comment est-ce qu'on résout un conflit. Un autre sujet intéressant pourrait être celui de la piraterie maritime qui sévit à travers les eaux du globe, ou enfin celui des vétérans de guerre, de leur réadaptation à la société et de leur rôle dans la transmission de notre mémoire aux générations futures. Côté Tipeee, n'hésitez pas à jeter un œil à ma page, j'ai fait quelques mises à jour. Je tenais à remercier du fond du cœur Émile, Luc et Pierre, les derniers tipeurs en date. Grâce à vous, j'approche des 100 € par mois. Vos dons m'ont permis d'améliorer l'émission en achetant énormément de bouquins et de revues, un micro-cravate pour améliorer la prise de son, ainsi qu'un fond vert. Les gars, franchement, merci du fond du cœur, grâce à vous, la chaîne continue de grossir. Comme d'hab, pour les tipeurs qui ont choisi la contrepartie, n'oubliez pas de checker vos emails. Je vous ai envoyé un fichier MP3 avec des infos supplémentaires pour compléter l'épisode. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de continuer à me dire d'où vous venez et d'où vous regardez les épisodes, car après la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, vous êtes à présent aussi du Liban, du Luxembourg, d'Italie, des États-Unis et de l'Australie. C'est hyper motivant et si vous continuez comme ça, je crois bien que je vais être obligé de faire un tour du monde pour venir à votre rencontre. Allez, à très vite les aventuriers.